je sais qu'on est fatigué, mais les meilleurs à la fin. Et les meilleurs, c'est les maladies évitables par la vaccination. Une notion qui devrait amener l'espoir, parce que ces groupes de maladies pour lesquels, lorsqu'on a un vaccin efficace et on mène les activités de vaccination de manière contrôlée, on arrive effectivement à les éviter. Pourtant, ces maladies sont encore malheureusement d'actualité. Et l'actualité, c'est la rougeole. Et la rougeole en RDC. En RDC, où, malgré de fortes campagnes de vaccination assez intenses, cette maladie continue d'évoluer sur un mode épidémique à travers presque tous les pays depuis plus de 5 ans. Par exemple, lorsqu'on regarde les 16 premières semaines de l'année, c'est-à-dire de janvier jusqu'au 2 mai, notre système de santé a rapporté plus de 40 000 cas de rougeole avec 943 décès, soit une mortalité de 23%. Ces épidémies ont atteint 81 zones de santé sur les 516 et 21 provinces sur les 25. Donc, vous voyez l'ampleur de ces maladies qui pourtant pouvaient être évitées. Mais plus encore, lorsqu'on regarde, plus de 70%, j'allais dire 72% des cas sont les enfants de moins de 5 ans. Et la majorité de ces cas arrivent dans des zones de santé d'accès difficile. Et ici, l'accès par rapport à la géographie, mais aussi l'accès par rapport à la sécurité. Ce qui pose le problème de diagnostic. Et comme vous savez, le diagnostic est la clé qui amène à toute intervention en santé publique. Et pour les maladies infectieuses, le diagnostic ouvre la voie à la prise en charge et à la prévention. C'est comme ça que, en RDC, avec MSF, Épicentre et l'INRB, notre ministère de la Santé, nous avons réfléchi par rapport à cette question. Comment améliorer les diagnostics pour améliorer la prise en charge et la prévention. Et la première chose qu'on a eu à faire, c'est de monter un laboratoire de rougeole à Lubumbashi, qui est la deuxième ville du pays, et dans laquelle les épidémies de la rougeole surviennent régulièrement. Donc, à travers ces projets URGEPI, nous avons mis en place ces laboratoires dans le grand laboratoire de santé publique de la province. Et on est content de montrer que ce laboratoire marche bien et ça permet de rapprocher les diagnostics. Mais seulement le pays est grand. Il y a des zones enclavées et il faut innover en termes des solutions pour mieux améliorer la distance. Et c'est comme ça qu'on a pensé au papier filtre pour collecter et transporter les échantillons afin d'améliorer les diagnostics. Mais dans un contexte où on a plusieurs zones de santé affectées par la rougeole, il est important de savoir quelle est la zone de santé qui est à même, pour lesquelles on doit réagir afin d'orienter la réponse, mais aussi d'épargner les ressources. Donc, il se pose la question sur la limite d'alerte épidémique. Et c'est comme ça qu'au cours de cette session, je vous amène en RDC et un peu au Niger pour adresser ces deux questions. Et pour cela, nous allons avoir deux présentations. La première va être faite par deux personnes,
que je m'en vais présenter. D'abord, Céline. Alors, Céline est pharmacienne et biologiste et a rejoint Epicentre Paris en 2011. Elle est actuellement impliquée dans divers essais cliniques ou vaccinaux et dans des études sur la résistance aux antibiotiques. Elle coordonne également les laboratoires de recherche d'Epicentre au Niger et en Ouganda. Je ne vous en veux pas, nul n'est parfait. Ça aurait pu être en RDC. Alors, la deuxième personne, c'est Birgit Nicolai. Elle est aussi épidémiologiste qui travaille à Epicentre depuis 2019. Elle est titulaire d'un doctorat en biologie moléculaire et d'un diplôme de maîtrise en contrôle des maladies infectieuses. Depuis, elle a rejoint Epicentre. Elle a apporté un soutien épidémiologique d'intervention des MSF lors des épidémies de rougeole et de Covid en RDC. Et les recherches de Birgit se concentrent sur la manière d'améliorer les stratégies de prévention et de réponse aux épidémies de rougeole dans des contextes de ressources limitées. Et Birgit, on a eu plusieurs échanges par rapport à ces projets et aujourd'hui, je l'ai vu physiquement, donc je suis doublement content. Merci. Vous avez la parole. Merci pour l'introduction. Hi everyone. We would like to talk to you about the Bonjour à tous, on veut vous parler des difficultés qu'on a rencontrées dans la collecte d'échantillons de sang pour des confirmations biologiques et pour estimer la séroprévalence. La confirmation des cas n'est pas toujours nécessaire pour prendre des décisions sur la prise en charge, mais la réponse à une épidémie dépend de la confirmation de cette flambée pour faciliter la réponse vaccinale. Mais sur les terrains MSF, aux ressources limitées, on peut connaître des retards au niveau des confirmations biologiques. D'un autre côté, les estimations de séroprévalence sont nécessaires parce qu'on ne connaît pas le niveau d'immunisation de la population, car on n'a pas les antécédents. Ça peut aider à mieux organiser les activités vaccinales pour viser les poches avec une faible immunité. On peut quantifier si les taux de couverture ou d'immunisation sont suffisants pour prévenir une épidémie. On peut quantifier aussi si on cible vraiment des enfants jusqu'ici non vaccinés, non immunisés. Pour répondre à ces questions sur nos terrains, on a besoin d'utiliser des échantillons sanguins qui sont faciles à collecter avec des procédures basiques, faciles à transporter, stables dans le temps, sans chaîne du froid, pour faire des tests sérologiques. Si on veut une confirmation biologique de la rougeole, on mesure ce qui se passe après l'apparition des symptômes. Et les IgG sont des anticorps qui montent après la vaccination. Donc, la détection des IgG nous aide à mesurer la séroprévalence après une infection naturelle ou une vaccination. Et la sérologie présente les mêmes difficultés en fonction des anticorps. Par rapport à nos difficultés, l'OMS recommande des échantillons de sérum sanguin ou de plasma, mais il y a des limites, des contraintes pratiques. Et pour nos tests, la méthode n'est applicable que dans des laboratoires très avancés. Donc, il faut rechercher des méthodes alternatives plus acceptables. Par exemple, des gouttes de sang séchées qu'on prélève au bout des doigts. C'est l'échantillon le plus commode à transporter qui reste stable. Mais ce n'est pas si simple en pratique parce qu'il
il y a des problèmes de manque de standardisation et de quand même stabilité dans les conditions de raisin. La méthode ELISA est la plus accessible sur nos terrains, mais on manque de normalisation concernant le seuil de positivité, l'utilisation ou non d'un facteur d'ajustement quand on utilise les gouttes de sang séchées et la corrélation avec la séroprotection. Alors, sur la base de ces études, on va discuter des contraintes, des difficultés qu'on rencontre avec les gouttes de sang séchées et les tests ELISA et comment surmonter ces difficultés. Pour la confirmation biologique des cas de rougeole, l'OMS recommande des échantillons de gouttes de sang séchées parce quand on ne peut pas utiliser le sérum. Mais la performance de ces gouttes de sang séchées peut être dégradée à cause de l'impact des conditions environnementales sur la conservation des échantillons. On a donc décidé d'évaluer la performance de ces échantillons dans les conditions de terrain en RDC. Donc les cas suspects où on soupçonnait des rougeoles ont été invités à donner ces gouttes de sang et des échantillons de plasma on a envoyé tous ces échantillons au laboratoire. Ils ont été analysés avec un test ELISA semi-quantitatif. Vous voyez les résultats ici pour 148 participants, 53% ont été diagnostiqués positifs à la rougeole basée sur le test de plasma et 42 seulement avec la goutte de sang séchée. Cela signifie que la goutte de sang séchée par rapport au plasma a une sensibilité de 84%. Et donc, parmi les patients diagnostiqués sur le plasma, seule une proportion moindre aurait été diagnostiquée avec le DBS, la goutte de sang séchée. Alors, la sensibilité de cet échantillon baisse quand ça prend très longtemps pour transporter l'échantillon jusqu'au laboratoire. Problème de stabilité, donc. On peut aussi avoir un impact quant à l'emplacement où on a pris l'échantillon. Les zones difficiles d'accès ont une sensibilité moindre de 72% comparée à 85% pour les lieux plus accessibles. Pour ce qui est de la corrélation entre le type d'emplacement de l'échantillon et le temps qu'il faut au transport, on ne peut pas différencier entre les conditions au moment de la prise de l'échantillon, le temps de transport et l'impact sur la sensibilité basé sur ces résultats. Donc, en résumé, on peut dire que pour une confirmation biologique des flambées épidémiques, on peut utiliser des échantillons de gouttes de sang séchées si on arrive à les faire parvenir au laboratoire en l'espace de quelques jours. Donc, malheureusement, ça veut dire que le DBS, la goutte séchée en échantillon, n'est pas la solution à tous nos problèmes. Mais on va évaluer si on peut améliorer la performance si on conserve l'échantillon à 4 degrés. Alors, maintenant, les problèmes d'interprétation des résultats. Voilà les résultats d'une étude mise en œuvre pour quantifier la proportion d'enfants déjà immunisés sur les sites de vaccination de MSF lors d'une campagne de vaccination préventive contre la rougeole en RDC. On a prélevé des gouttes de sang chez les enfants. On leur a demandé de répondre à un bref questionnaire sur les antécédents de vaccination et les infections de rougeole précédentes. On a utilisé le test ELISA semi-quantitatif IgG. La séroprévalence était inférieure à 40% par rapport à des vaccinations déclarées de 87%. C'est moins que prévu, donc ça pose la question, est-ce que le taux d'IgG recommandé nous permet d'identifier correctement les individus qui ont été déjà immunisés? Et puis, on n'a pas trouvé d'association entre la déclaration vaccinale et la séroprévalence. Les vaccinations déclarées sont en bleu foncé. Donc, est-ce que la séroprévalence peut être indicative d'une protection contre de futures infections par la rougeole? Ici, on a utilisé uniquement les échantillons de gouttes de sang séchées. Donc, on se demande aussi si les estimations de séroprévalence basées sur les échantillons de gouttes de sang séchées doivent être ajustées pour l'harmoniser avec la référence.
In another survey, Et c'est pour ça que dans une autre étude, on a étudié l'impact du type d'échantillon sur les estimations de séroprévalence. On se demandait si il y a des différences entre les échantillons pris sur le terrain et en laboratoire. On a fait une étude de séroprévalence au Niger, dans la région de Zinder. On a collecté différents échantillons et les gouttes de sang séchées, on les a prélevées à la maison. Certains ont été envoyés dans un laboratoire et on a gardé un échantillon de sérum à moins 20 degrés. On a réalisé des tests ELISA dans les mêmes conditions sur ces 3 types d'échantillons. Est-ce que le DBS recueilli dans les conditions de terrain donne les mêmes conditions qu'un échantillon de gouttes de sang séchées prélevé au labo? La réponse est oui, il n'y a pas de différence significative entre échantillons. Alors, est-ce que les gouttes de sang réalisées sur le terrain, dans les conditions de terrain, et par rapport aux échantillons de sérum, maintenant, là, la réponse est non. Il semble que le DBS, les gouttes de sang séchées, surestime la séroprévalence. La séroprévalence serait évidée à 50%, alors que la déclaration de vaccinale est à 88%. Donc, la séroprévalence, là encore, est plus basse que ce à quoi on s'attendait. On peut y revenir dans la discussion. Pour pouvoir estimer la séroprévalence à partir des résultats de la goutte de sang séchée, il faudrait peut-être un facteur d'ajustement. Et voilà ce qui nous a permis d'estimer une séroprévalence plus proche de celle qu'on obtient avec les sérums, avec l'échantillon de sérum, qui est l'échantillon de référence. Et là, on confirme qu'il est nécessaire de valider la méthode de DBS contre le sérum avec un facteur d'ajustement pour obtenir la meilleure corrélation possible entre les résultats des 2 types d'échantillons. En prévalence, en conclusion, pour utiliser les données de séroprévalence pour planifier les activités de vaccination, on peut utiliser la goutte de sang séchée dans des conditions de terrain, mais il est nécessaire d'appliquer un facteur d'ajustement. Et est-ce qu'il est cohérent entre tous les terrains, ce facteur d'ajustement? Faut-il le calculer en fonction de chaque terrain? Il est important de pointer que les estimations de séroprévalence basées sur des tests ELISA, sur des échantillons de sérum et de gouttes de sang séchées étaient plus basses que prévu. Donc, pour le moment, on peut utiliser ces estimations faites par ELISA dans tous les terrains, mais on ne peut pas vraiment s'y fier. Donc, avant d'utiliser les données de séroprévalence basées sur les tests ELISA pour prendre des décisions, il faut évaluer si ces estimations sont de bons indicateurs d'une protection correcte. En conclusion, quand on évalue les différentes alternatives quant au type d'échantillon et de test, on peut dire que le DBS, la goutte de sang séché, est un type d'échantillon approprié tant pour la confirmation des flambées que pour mesurer la séroprévalence, à condition qu'on puisse garantir un temps de transport aussi court que possible vers le labo. Pour les estimations de séroprévalence basées sur les tests ELISA, il faudrait mieux comprendre ce qui se passe avant de se servir de ces données pour prendre des décisions vaccinales, et puis quel degré de précision est nécessaire. Est-ce qu'on peut baser une confirmation sur des résultats de tests imparfaits? Les estimations de séroprévalence doivent être plus précises afin de pouvoir évaluer et planifier correctement les activités vaccinales. On tient à remercier toutes les équipes qui ont travaillé en RDC et au Niger, et merci de votre attention. Merci beaucoup Céline et Birgit. Maintenant, je vais inviter Catherine. Catherine est une épidémiologiste avec une formation en épidémiologie classique, en modélisation des maladies infectieuses et en sciences des données. En plus de travailler sur la recherche opérationnelle à long terme, principalement sur la rougeole, Catherine soutient également les interventions d'urgence des MSF, à la fois par déplacement sur le terrain
et par une assistance technique à distance. Catherine, vous avez la parole. Merci Steve. Hi everyone. So today I want to talk to you about a simple alert system that's designed to improve. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un système d'alerte simple pour améliorer la réponse aux épidémies de rougeole. Alors, bon, on adore cela, mais ce n'est pas toujours évident à concevoir. Alors, pour comprendre pourquoi, je vais vous raconter une petite histoire, et une petite histoire qui commence de toute évidence en RDC, forcément. Bon, c'est un énorme pays avec plus de 500 zones de santé et avec un fardeau tout à fait conséquent de la rougeole. Et c'est vrai que MSF a toujours eu des systèmes d'alerte en place, et pourtant, on a plus d'alertes que le nombre auquel on peut répondre. Et en plus, beaucoup de ces alertes sont en fait de fausses alertes. Donc on s'est posé la question, est-ce qu'on ne peut pas faire un peu mieux quand même? Est-ce qu'il n'y a pas un système qui va correspondre mieux à nos besoins opérationnels? Et c'est donc avec cette question en tête qu'il y a 2 ans, j'ai évoqué avec vous ici un système d'alerte simple et nous avons dit, eh ben voilà, on aura grâce à cela une alternative plus équilibrée. Eh ben justement, on va voir dans quelques minutes, mais supposons que c'était complètement convaincant. La première question à se poser, c'est peut-être, d'accord, ok, mais est-ce que ce système fonctionne bien également ailleurs? Et c'est à cette chose que je vais m'attaquer aujourd'hui, avec plusieurs étapes. Tout d'abord, on va choisir un pays qui a plusieurs profils épidémiques et on va voir si ce système, il fonctionne, quelles que soient les conditions. Et puis, on va identifier les épidémies de niveau administratif 2, c'est-à-dire ce qui correspond à la RDC, et qui ont couru entre 2015 et 2024 en utilisant les données de surveillance des ministres de la Santé et puis évaluer la performance du système d'alerte par rapport à des données rétrospectives et en comparaison avec d'autres options standards. Donc, nous avons évidemment commencé par, non, pas la RDC, mais le Niger. Non, pas le Niger en fait, non, RDC. RDC encore et encore parce que le fardeau est important, les épidémies sont massives, mais on ajoute quand même le Niger. Et là aussi, on a un fardeau assez énorme, mais au lieu d'avoir des épidémies qui sont beaucoup plus régulières, eh bien, c'est saisonnier. Alors, on plonge un petit peu plus dans ces profils épidémiques pour avoir quelques chiffres. Et ici, voilà le nombre de cas suspectés hebdomadaires en RDC au niveau national. Et pour le niveau admin 2, c'est 683 avec une taille médiane de 782 cas. Et elles ont duré en moyenne 31, une durée médiane de 31 semaines. On a cette saisonnalité au Niger avec 175 épidémies qui sont un petit peu plus limitées, 129 cas de médian et une durée médiane de 21 semaines. Alors, on a maintenant nos données historiques en place. Essayons de définir ce système d'alerte. Notre système d'alerte va reposer sur une combinaison de seuils hebdomadaires, tri-hebdomadaires et de cas suspectés. Et on va avoir donc pour voilà le nombre de cas suspectés dans la semaine et puis au cours des 3 dernières semaines. Et sur cette base-là, on peut avoir un système d'alerte avec un seuil de hebdomadaire de 20 cas ou de 35 sur les 3 dernières semaines. Et on peut combiner un seuil hebdomadaire de 10 avec un seuil de 3 semaines de 15. Enfin, vous voyez un peu comment ça va marcher. On peut combiner 2 options. Tout d'abord, une recommandation de l'OMS qui demande d'avoir 5 cas suspects dans un endroit donné, dans un mois donné. Alors, ce terme de local, c'est un petit peu ambigu, mais pour moi, je vais choisir le niveau
niveau administratif 2. La deuxième chose à prendre en compte, c'est la recommandation de MSF qui s'intéresse à la tendance, à savoir une augmentation du nombre de cas suspectés pendant 3 semaines consécutives. Alors, chacun de ces systèmes va être évalué à la fois par rapport à des métriques positives et négatives. Pour les positives, on va s'intéresser aux cas capturés par réponse. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, si on a un système d'alerte avec un seuil donné, eh bien, on va supposer qu'après l'alerte, il y a un petit retard. On a la logistique qui doit planifier, on doit confirmer, etc. Et donc, tous les cas après ce retard, ce sont les cas qu'on estime capturés, qu'on estime pris en compte. Et on va supposer qu'on a un retard de 8 semaines en RDC et de 4 semaines au Niger. Nos métriques négatives, c'est ce qui se passe quand on a une fausse alerte. En fait, on a une alerte, mais on n'a pas d'épidémie. Alors, quand on réunit tout cela, on a peut-être quelque chose qui vous rappellera ce que je vous ai présenté la dernière fois. Et ici, chacun de ces cercles correspond à une combinaison de seuils. Ici, 10 cas par semaine ou 15 cas sur 3 semaines. L'axe vertical représente l'indicateur positif de cas capturés et l'indicateur négatif, les fausses alertes. Ici, à gauche, en bleu, on parle de la RDC et quand on est en jaune, on est au Niger. Voyons déjà que, quel que soit le seuil choisi, eh bien, en RDC, on capture plus de cas. Et dans le même temps, le Niger a un moindre risque de fausses alertes. Mais si on revient au profil épidémique, cela fait tout à fait sens, puisque en RDC, on a des épidémies plus importantes, plus longues, donc on a plus le temps de répertorier les cas. Dans le même temps, on a aussi une transmission endémique très importante, ce qui veut dire qu'on a plus gros risque d'avoir des cas endémiques qui pourraient déclencher des fausses alertes. Donc, finalement, ce fardeau plus important permet de capturer plus de cas, mais on a aussi une incidence plus élevée de fausses alertes. Je reviens maintenant à cette comparaison avec la recommandation de l'OMS. Et là, ça capture 90% des cas en RDC, mais avec un risque très important de fausses alertes, 83%. Pour le Niger, pareil, 86% de cas répertoriés, mais 69% de risque de fausses alertes. Et en fait, la recommandation de l'OMS a une performance qui est très similaire à notre système alternatif si on choisit le seuil le plus sensible. Ce qui frappe surtout, c'est la comparaison avec les tendances. Ici, en RDC, on aurait capturé seulement 52% des cas, tout en ayant quand même 42% de risque d'avoir une alerte qui soit fausse. Pour le Niger, c'est pas mieux. 42% de cas. Donc, on rate plus de la moitié des cas et on a 26% de fausses alertes. Alors, pourquoi est-ce que ce système basé sur la tendance ne fonctionne pas mieux? Eh bien, quelques exemples. Déjà, voyons Mwenge au RTC. Vous voyez ici qu'avec le système tendance, en fait, l'alerte n'aurait jamais été déclenchée. Et pour le Niger, à Niamey, où là encore, on n'a pas d'alerte qui soit déclenchée. Et si on prend une épidémie un petit peu plus large, cette fois à Kunda en RDC, eh bien oui, on a une alerte qui est déclenchée, mais tout à la fin de l'épidémie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, dans cette courbe-là, il y a beaucoup de volatilité, ce qui veut dire que quand on a une augmentation sur 1 ou 2 semaines, eh bien, on a parfois une baisse. Et c'est exactement cette volatilité qui est caractéristique des données de surveillance de la rougeole, ce qui veut dire que la fiabilité des tendances n'est pas un système fiable de déclenchement des alertes. Voyons maintenant un petit peu la pratique. Voyons la mise en œuvre. Dans ce système, on a beaucoup d'options et on voit que d'une manière générale, quand on se déplace vers la droite de la
courbe, on a des options qui sont plus sensibles, qui vont nous permettre de capturer le plus cas possible. Dans l'autre sens, c'est moins fiable et on a en revanche évidemment moins de risques d'avoir une fausse alerte. Alors évidemment, il faut choisir où on veut être sur cette courbe. Et c'est là que la conversation avec nos équipes opérationnelles est si essentielle et qui doit prendre en compte nos objectifs opérationnels. Par exemple, je suis le ministère de la Santé, je veux être présent partout où il se passe quelque chose. Eh bien, peut-être que je vais donner la priorité à la sensibilité. Je vais choisir une option tout en haut de la courbe. Mais si je suis MSF, et moi, ce qui m'intéresse, c'est la réponse aux urgences, alors peut-être qu'il faut avoir quelque chose d'un petit peu moins sensible, mais d'un peu plus fiable. Il faut aussi prendre en compte notre capacité opérationnelle. De quelles ressources dispose-t-on? Et là, il va falloir peut-être opter pour quelque chose d'encore plus fiable. Et c'est vrai que ce n'est qu'un outil. Il y a aussi tout le contexte. Par exemple, les problèmes de sécurité, la logistique, l'existence d'un laboratoire. Tout ça, ça joue pour la mise en œuvre. Alors, comment est-ce que ces conversations peuvent se traduire dans les deux pays? En RDC, on a une recommandation qui est plus sensible, l'autre plus modérée. En pratique, on l'a utilisé d'ailleurs de concert avec un système de priorisation plus large pour qu'on puisse identifier les zones à plus haut risque et puis qu'on utilise quelque chose d'un petit peu moins sensible ailleurs. Aujourd'hui, ces systèmes d'alerte sont déjà disponibles sur le tableau de bord alerte du RDC et dans les données épidémiologiques du ministère de la Santé. Au Niger, on a aussi des recommandations qui ressortent de nos options, une option plus sensible et puis une autre plus modérée. Mais ici, ces recommandations au Niger ont été associées pour créer un système à 2 niveaux, si bien qu'on peut avoir une épidémie qui déjà a un niveau 1 d'alerte et puis qui va passer à niveau 2. Et comme en RDC, on a maintenant cela disponible dans le tableau de bord hebdomadaire du Niger. Donc, on a maintenant un système d'alerte à la rougeole qui est simple, qui est basé sur une association de seuils hebdomadaires et sur 3 semaines des cas suspectés. Nous avons évalué le système dans des pays avec des profils épidémiques distincts et ça fait mieux que les alternatives actuelles. Nous pensons que ces systèmes pourraient être adaptés au contexte qui est spécifique à nos opérations et nous élargissons cette analyse pour explorer d'autres profils épidémiques, y compris dans des zones à faible fardeau ou surveillance limitée. Je voudrais remercier tous mes collègues qui ont contribué à cette recherche. Merci. Merci à Catherine. Je pense que si j'avais eu ce système d'alerte précoce il y a 12 ans, je n'aurais pas marché 3 jours dans la forêt congolaise à la recherche d'une épidémie de choléra qui n'avait pas lieu. Voilà. Donc, on va rester sur les maladies évitables par la vaccination. Donc, cette fois-ci, on va sortir un peu de la RDC. Désolé pour ce Steve, on va partir un peu dans notre région d'Afrique. Et là, on parlera de la diphtérie. Nous savons que la diphtérie est évitable par la vaccination, mais on continue d'avoir des épidémies de diphtérie depuis quelques années. Et pour rappel, la diphtérie est une infection bactérienne et qui se manifeste par la fièvre, les douleurs à la gorge et la formation du seau de membrane dans la gorge qui donne des complications respiratoires. Et on peut avoir des complications aussi cardiaques et neurologiques dues à la toxine que produit cette bactérie. La mortalité pour les épidémies de diphtérie varie selon plusieurs contextes. Elle peut aller jusqu'à 20% chez des enfants de moins de 5 ans avec des adultes de 40 ans. Et quand je dis elle varie en fonction de comment, d'abord de la rapidité de diagnostic
de l'accès aux soins, de la disponibilité et l'accès aux traitements, en l'occurrence les antibiotiques et les antitoxines, mais surtout, je le répète une fois de plus, des taux de couverture vaccinale dans les pays. On sait que depuis 2019, on a fait face à multiples épidémies de diphtérie dans la région afro, dans les pays où le système de santé est déjà fragile, dans les pays où nous avons malheureusement des taux de couverture vaccinale suboptimaux, en l'occurrence très bas. Donc, en 2023, par exemple, MSF a travaillé dans 6 pays, si je ne me trompe pas. 6 pays, on a répondu dans 6 pays à des épidémies de diphtérie. Il s'agit du Niger, du Tchad, du Mali, du Yémen et du Nigeria. Le Nigeria qui a connu, je dirais, la plus grave de diphtérie dans son histoire, avec l'épicentre de cette épidémie à Kano. À Kano, on avait plus de 17 000 cas qui ont été vus par MSF. Donc, aujourd'hui, nous aurons 2 présentateurs. Il s'agit de Yves et de Franck, qui vont nous décrire un peu le profil épidémiologique de ces différentes épidémies pour lesquelles MSF s'est déployé, avec un accent particulier sur celle de Kano, où les caractéristiques de l'épidémie vont être présentées, mais aussi les difficultés et challenges opérationnels de MSF. Et quand on parle de difficultés, il y en a eu beaucoup. Je vais parler en l'occurrence des ruptures fréquentes des antibiotiques, de la course derrière les dates, les toxines antidiphthériques, et avec une couverture vaccinale assez basse, et des challenges internes qui ont mis une pression incroyable sur le système de santé. Donc, sur ce, je vais présenter mon cher collègue Yves, qui est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en statistique et d'un diplôme d'études supérieures en mathématiques, mathématiques. Yves est un membre clé de l'équipe d'Épicentre, où depuis 2019, il met son expertise à contribution pour créer des outils innovants. Ceci pour améliorer la collecte des données, la gestion et le partage pendant les épidémies. Son travail consiste à s'assurer que les données soient accessibles, exploitables, pour faciliter des réponses plus efficaces et cohérentes. Donc, avant d'être à Paris, il va travailler dans le bureau à Dakar et a contribué à développer plusieurs outils de surveillance épidémiologique. Il sera épaulé dans cette présentation sur la diphtérie par Franck Allais, qui a un PhD en épidémiologie avec une grande expertise et expérience en contexte humanitaire depuis 2010. Actuellement, il est mon collègue en tant que chef de l'épidémie chez MSF Ouaka, basé à Abidjan. Mais avant cela, elle a travaillé longtemps au bureau régional de Dakar. Elle a travaillé sur des épidémies au Niger avec MSF, mais aussi avec Alima. Il a fait aussi le Mali avec MSF et Alima, et avec ACF, pardon. Donc, il a bourlingué, hein. Donc, il n'est pas resté stable chez MSF, mais il revient toujours chez MSF. Voilà. Donc, Yves et Franck, à vous la parole. Merci. Merci pour l'introduction et la présentation. Comme Ismaël l'a déjà bien dit, la présentation se déroulera en 2 parties. Donc, une première partie où je vais présenter un peu l'épidémie de diphtérie qui s'est déroulée en 2023 de manière globale, suivie d'une seconde partie présentée par Franck sur la réponse de MSF Ouaka, principalement au Nigeria. Alors, ça a été bien dit en introduction, mais je vais quand même revenir un peu là-dessus. La diphtérie est une infection bactérienne qui se transmet souvent par voie aérienne. La plupart des symptômes de la diphtérie sont caractérisés par des difficultés respiratoires, une tuméfaction de la gorge et l'apparition d'une pseudomembrane au niveau de la gorge. Le diagnostic
est effectué par examen bactériologique des lésions et les complications sont en général des complications qui surviennent au niveau du système nerveux. Le traitement contre la diphtérie est l'utilisation de l'antitoxine et des antibiotiques. Et en termes de prévention, le vaccin contre la diphtérie fait partie des campagnes de vaccination de routine et est souvent combiné avec le vaccin contre le tétanos et la coqueluche. Donc, pour placer un peu le contexte historique, on voit un peu sur ce graphe que sur la période de 2010 à 2022, 85 pays ont rapporté des cas de diphtérie dans le monde, surtout en Asie du Sud-Est et en Afrique. Mais depuis 2019, c'est surtout en Afrique qu'on voit les grosses flambées. On observe aussi une couverture vaccinale plus basse dans les pays en Afrique en comparaison des autres régions. C'est dans ce contexte, en fait, qu'en 2023, une grande épidémie s'est produite, principalement en Afrique de l'Ouest, avec 25 000 cas rapportés en 2023 et déjà 5 000 en 2024. Donc, cette forte augmentation est probablement due à plusieurs facteurs, comme par exemple la baisse de la couverture vaccinale contre la diphtérie pendant la pandémie de Covid-19. Donc, au cours de cette épidémie, 5 sections de MSF sont intervenues dans 6 pays sur 20 sites et ont traité environ 23 000 patients, qui représentent les 3/4 des patients notifiés par les systèmes de santé. Donc, le Nigeria est de loin le pays le plus touché, avec 17 000 patients qui ont été pris en charge par MSF. 5 000 patients ont été pris en charge en Guinée et 1 600 au Niger sur 5 sites. Le MSF est aussi intervenu au Mali et au Tchad, mais avec très peu de patients. Et enfin, depuis la grosse épidémie de 2017, MSF intervient et suit les patients de diphtérie au Yémen et on a constaté un rebond en 2023. Bon, ces épidémies ne sont pas forcément liées entre elles, mais on peut noter une dynamique épidémiologique intéressante dans le cadre du Niger et puis du Nigeria. En effet, lorsqu'on regarde un peu le graphique suivant, à partir des données au niveau national, on observe 2 profils épidémiologiques similaires, avec une première petite vague suivie d'une deuxième beaucoup plus grande dans les 2 pays. Donc, au niveau spatial, on observe que la plupart des cas sont rapportés au Niger, dans la région de Zender, et puis au Nigeria, dans l'État de Kano. Donc, cela peut suggérer des échanges interfrontaliers entre les 2 pays. Donc, au cours de l'épidémie de 2023, la réponse de MSF s'est d'abord focalisée au Nigeria, que l'on voit en vert sur la courbe épidémiologique. Mais à l'été 2023, MSF a dû faire face à une forte augmentation du nombre de patients allant jusqu'à 1000 par semaine, principalement au Nigeria, mais aussi dans d'autres pays comme le Niger et la Guinée. Le nombre de patients a ensuite diminué tout au long du 2e semestre de l'année 2023, mais l'épidémie se poursuit quand même en 2024. Donc, cette augmentation soudaine a posé vraiment de nombreux défis d'approvisionnement, en particulier à cause du manque d'antitoxines au niveau mondial. C'est pourquoi, donc, au cours de cette période, MSF et d'autres organisations internationales comme l'OMS et l'UNICEF se sont coordonnées pour répondre aux défis liés à cette épidémie, notamment l'attribution équitable d'antitoxines en fonction de la situation épidémiologique dans les différents pays. Donc, au sein de MSF, Epicentre était en charge de la centralisation des données de tous les sites qui reçoivent des patients atteints de la maladie. Et le problème, c'est que les sites collectaient des données différentes avec des outils différents via plusieurs fichiers Excel. Pour suivre en fait la situation en temps réel, Epicentre a procédé en 4 étapes. D'abord, les sections MSF se sont mis d'accord sur un dictionnaire de variables diphtérie. Ensuite, les différents fichiers Excel ont été standardisés grâce à un nouvel outil qui a été développé il y a 2 ans par Epicentre appelé Outbreak Tool. Et après, Epicentre s'est chargé de la compilation des données provenant non seulement d'Excel, mais d'autres sources de données comme le DHIS2. Donc, grâce à tous ces efforts, en fait, on a pu rapidement construire un tableau de bord permettant de suivre l'épidémie en temps réel et aussi des rapports qui permettent de comparer les sites sur la base d'indicateurs. Ces rapports ont été utiles. Ils ont servi, par exemple, à allouer l'antitoxine de manière équitable entre les différents sites.
Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on a comme chiffre au niveau des données que l'on a recueillies? Donc, comme on l'a dit tantôt, 23 000 patients ont été traités et la plupart de ces patients sont des femmes, spécialement parmi les adultes, comme on le voit sur la pyramide des âges présente là. La plupart aussi sont âgés de moins de 15 ans, 66%. Et on peut expliquer en fait cette surreprésentativité des femmes par le fait que les femmes s'occupent en général des enfants. Et donc, au cours de cette épidémie, il y a eu 61% des patients qui ont été pris en charge, qui ont été hospitalisés avec une létalité de 8%. Donc, alors que normalement, en fait, tous les patients qui sont hospitalisés devraient recevoir de l'antitoxine, seulement 3 000 en ont reçu, soit un patient sur 8 ou un hospitalisé sur 5. Donc, comme je l'ai dit tantôt, l'épidémie s'est vraiment plus déroulée au Nigeria et je vais laisser la main à Franck pour expliquer un peu et présenter les principaux résultats dans ce pays. Merci Yves. Merci. Bonsoir à tous. Nous allons essayer simplement d'aller ensemble au Nigeria et d'aller vers l'état de Kano, où MSF Waka a intervenu dans la prise en charge, dans la réponse à cette épidémie et a traité la majorité des cas. Alors, Kano, c'est un état du Nigeria qui compte 15 millions d'habitants. C'est l'état le plus densément peuplé du pays. Et cet état comptait à peu près 44 000 local governments. Mais l'épidémie s'est concentrée au niveau de 6 local governments. Et on peut constater ici que l'épidémie a démarré en même temps dans les 6 États et dans les 6 local governments, et que chaque local government a eu les 2 vagues successives, ce qui complexifie un peu la réponse. On peut voir sur cette carte que le LGA de Ngogo a été le LGA qui a été plus touché. Donc, ce qui représente pour nous l'épicentre de l'épidémie. Et c'est dans cette zone, justement, que MSF Waka était implémenté avant que cette épidémie ne démarre. Alors, pour répondre à cette épidémie qui a démarré simultanément dans les 6 LGA, MSF Waka a mis en place aussi 3 centres de traitement dans 3 hôpitaux, et chaque centre de traitement est dédié à un profil de cas beaucoup spécifique. Alors, l'épidémie a connu plusieurs difficultés et plusieurs challenges. Et pour répondre à ces challenges, MSF a dû adapter sa stratégie. D'abord, au début de l'épidémie, en janvier, nous avons commencé par faire la prise en charge des cas par une prise en charge classique, basée sur essentiellement les expériences que nous avons eues en Yémen et en Afghanistan. Donc, nous avons mis en place une prise en charge centralisée au niveau de Murtala Mohamed Specialist Hospital. Et tous les cas, quel que soit leur niveau de sévérité, étaient référés vers ce centre-là. MSF a mis en place aussi des systèmes de référence de cas pour que tous les cas puissent être installés et puissent être hospitalisés dans ce centre. Mais très rapidement, la capacité de ce centre est dépassée malgré une augmentation de lits qui est passée d'environ de 30 à 80, plus à 115. Suite à l'augmentation des cas, on ouvre un second centre de traitement, plutôt à l'Infectious Disease Hospital, à partir de la semaine 27. Mais cette décision d'ouvrir ce centre-là ne va pas résoudre tous les problèmes. Ainsi, nous allons prendre aussi d'autres décisions très importantes au cours de cette semaine 27. La première, c'est de décider de prendre en charge les cas modérés à domicile. La seconde décision, c'est aussi de rationaliser l'utilisation de la date et de l'antitoxine qu'on devait donner à tous les cas. Au cours de la semaine 34, on va ouvrir un autre centre de traitement, plutôt à Chelou Guidado, à Wazari Chelou Guidado General Hospital. Mais ce centre va être destiné pour les cas beaucoup plus simples,
Et ce centre va plutôt servir de centre de triage pour éviter que les deux hôpitaux, IDH et même SH, soient surchargés. Donc, ce serait beaucoup plus un traitement en avancée pour trier les cas simples et ne pas surcharger les hôpitaux. Alors, j'ai parlé tantôt de la prise en charge à domicile des cas. Pourquoi nous avons mis en place cette prise en charge? La première raison pour laquelle nous avons mis en charge ce traitement, c'est pour essayer un peu de décharger le système de santé. Parce qu'il y avait une forte pression avec le nombre de cas qui venaient au centre de santé. La seconde raison, c'est que dans la première vague, comme vous pouvez le remarquer sur cette carte, à la fin du mois de juin, on a constaté que les cas baissaient. On s'attendait plutôt que l'épidémie s'arrête. Les équipes, les staffs MSF étaient déjà fatigués, mais brusquement, on assiste à une seconde vague. Donc, face à une augmentation de cas dans cette seconde vague, MSF va adapter sa stratégie. Et désormais, on ne prendra en hospitalisation que seulement les cas modérés. Donc, ce sont les cas modérés qui sont pris en hospitalisation. Et tous les cas, on ne prendra en hospitalisation que les cas sévères. Tous les cas modérés vont être pris en charge à domicile. Donc, les cas sévères, ce sont des cas qui présentent une pseudomembrane, qui ont une obstruction de la gorge et qui ont des difficultés respiratoires. C'est eux seuls qu'on va hospitaliser. Et tous les autres, on va leur proposer une prise en charge à domicile. Mais cette prise en charge à domicile est une décision difficile. Le fait de décider de prendre en charge les cas modérés à domicile doit être accompagné d'un certain nombre de mesures. Le fait de décider de prendre en charge les cas à domicile va être accompagné d'un certain nombre de mesures de sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des activités de prévention des infections dans le domicile des cas. On va aussi mettre en place des activités de promotion de santé pour sensibiliser les ménages à recevoir des cas à la maison. Tous les cas contacts vont être mis sous antibiotiques prophylaxiques. Et on va aussi mettre en place, nous assurer qu'on a un système de suivi en remote via le téléphone pendant 14 ou 10 jours. Alors, quels sont les résultats clés qu'on a pu obtenir à travers cette stratégie? D'abord, on a pu prendre en charge à domicile 6 696 patients, ce qui représente au total 45% des cas qu'on a traités au cours de cette épidémie. Et on a aussi constaté que le profil de ces cas qu'on traite à la maison sont beaucoup plus les cas adultes, un peu plus âgés que les cas qui sont traités à l'hôpital. La létalité dans cette cohorte de patients traités à domicile sera de 0,6%. Uniquement les cas qui sont pris en charge en hospitalisation reçoivent l'antitoxine pour la diphtérie. Nous savons que l'antitoxine a démontré une efficacité dans la réduction de la mortalité. Des études suggèrent que l'antitoxine peut réduire la mortalité de 76%. Et lorsque l'antitoxine est mise en route très tôt, ça peut permettre de non seulement réduire la mortalité, mais ça peut, chaque jour de retard constituait, pour chaque jour de retard de mise sous traitement, la mortalité pouvait doubler. Donc, la méta-analyse a prouvé ça. Quand on regarde les données pour les cas graves qui ont été traités dans notre système, on constate des résultats similaires. Plus on tarde à mettre le traitement en place, plus élevée est la mortalité. Donc, pour un jour de retard, la mortalité était environ de 6%. Pour 2 jours de retard d'initiation du traitement, la mortalité était autour de 13%. Donc, les données observées dans nos cohortes de patients graves traités dans notre Diphtérie Center étaient semblables à ce qu'on a vu dans cette méta-analyse. Mais le grand challenge au cours de cette épidémie n'a pas été seulement, a été principalement la disponibilité de l'antitoxine.
Sur ce graphique, on peut constater la proportion de patients qui ont été traités avec l'antitoxine tout au long de l'épidémie. Comme je l'avais dit, au début de l'épidémie, la majorité des cas reçoivent de l'antitoxine. Et puis, rapidement, après la semaine 3, on va constater que face à des pénuries partielles d'antitoxine, on ne pourra plus donner de l'antitoxine à la majorité des cas. Vers la fin de l'année 2023, et même au cours des 5 premières semaines de l'année 2024, on va connaître une rupture totale d'antitoxine. Et du coup, aucun cas hospitalisé ne va recevoir de l'antitoxine. La méta-analyse et les protocoles suggèrent qu'un cas grave de diphtérie doit recevoir au moins 40 000 unités d'antitoxine. Ça, c'est le protocole que nous avons aussi mis en place pour les cas sévères au niveau de notre prise en charge. On s'est inspiré de notre expérience pour les épidémies passées. 60% des cas que nous avons pris en charge étaient des cas graves, donc étaient des cas sévères. Donc, normalement, on devait recevoir de l'antitoxine. Sur ce graphique, on peut constater que 25% des cas sévères ont reçu une dose inférieure à 40 000 unités, ce qui est une dose sous-optimum, puisque j'ai dit que les cas sévères devaient recevoir plus de 40 000 unités. Donc, face à la rupture, on a dit adapter notre stratégie et sous-doser un certain nombre de cas qu'ils devaient recevoir. Je vais laisser la parole à Yves pour la conclusion. Merci. En conclusion, on peut dire que on a vu au cours de la présentation que durant l'année 2023, l'Afrique de l'Ouest a connu l'une de ses plus grosses épidémies de diphtérie de ces 15 dernières années. La plupart des cas ont été reportés dans l'État de Kano, au Nigeria. L'épidémie est quand même sur le déclin, mais continue en 2024. Donc, MSF a pris en charge la majorité des patients au cours de cette épidémie, mais a dû faire face à des contraintes, notamment les capacités limitées des hôpitaux et les stocks limités en antitoxines. Donc, face à ces contraintes, une coordination entre MSF, entre les pays et puis entre différents partenaires a été mise en place pour discuter des challenges liés à l'épidémie, notamment l'allocation équitable d'antitoxines entre les différents pays. Et à Kano, spécifiquement, MSF Ouaka a mis en place des stratégies pour faire face en fait, à ces contraintes de ressources, notamment la mise en place du home-based care et des dosages sous-optimaux pour les patients sévères. Il y a encore beaucoup d'analyses qui doivent être effectuées afin d'évaluer en fait, la sécurité des différentes stratégies qui ont été mises en place par MSF Ouaka. Comment est-ce qu'on peut mieux se préparer pour le futur face à ces épidémies? D'abord, il faut augmenter les stocks de dates disponibles et aussi augmenter la capacité de réactivité au niveau de la production. Il faut aussi investir dans des traitements alternatifs à travers la recherche et le développement. Et pour finir, on sait que la diphtérie est une maladie évitable par la vaccination et donc le contrôle des épidémies passe d'abord et avant tout par une meilleure couverture des populations qui sont vulnérables. Merci. Merci beaucoup au présentateur. Je sais que c'est la fin de la journée. Beaucoup sont pressés de prendre un verre. Mais on va prendre le temps de faire le chemin de la rougeole à la diphtérie. Il y a plein de questions dans le chat, c'est bien. On voit que MSF intervient dans beaucoup de contextes, mais il y a encore beaucoup à faire. On a beaucoup de questions qui restent sans réponse. On a mis en place des stratégies de mitigation pour s'adapter, pour se recréer, se réinventer.
Et là, c'est le lieu de dire en fait que toutes ces modélisations pour pouvoir prédire les alertes et trouver des seuils d'intervention, ce sont des éléments clés qui permettent des décisions opérationnelles fondées et qui permettent aussi de savoir où mettre le curseur en termes de ressources. Et la diphtérie nous rappelle justement qu'avec les conséquences indirectes du Covid, notamment les coûts vaccinales qui sont assez basses dans plusieurs pays, on doit s'attendre à une flopée d'épidémies dans les 10 années à venir. En tant qu'organisation médicale d'urgence, il faut qu'on continue à réfléchir sur quels sont nos moyens pour être préparés. Parce qu'on a été surpris par la diphtérie en 2023 et jusqu'à présent, ça continue. Donc, on va prendre les questions dans l'Assemblée et on reviendra sur certaines questions du chat. Merci. Il y a beaucoup de mains levées. Voilà. Je vois qu'on n'est pas pressé d'aller prendre ce verre. Je vais commencer. Alain, campagne d'accès aux médicaments essentiels. J'ai une question justement liée un peu à l'accès. Est-ce que, donc sur la diphtérie, est-ce qu'on est capable, avec les données qu'on a, de savoir combien de morts peuvent être imputées en fait au manque d'accès aux dates? Est-ce que c'est quelque chose une analyse qui est possible aujourd'hui? Merci Alain. Je vais prendre cette question. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons encore assez d'éléments à analyser. Donc, on a regardé rapidement la courbe de mortalité avant, pendant la période de shortage, même la période de super rationalisation. Nous n'avons pas assez d'éléments d'analyse pour pouvoir dire exactement combien de morts sont imputables à cette rupture de date. J'en parlais hier avec Antoine, pour dire on a essayé de donner aujourd'hui de toutes les épidémies que nous avons gérées en 2023 pour poursuivre l'analyse et on a un groupe de travail en place pour pouvoir poursuivre ce travail justement afin que cela puisse nourrir nos réflexions et servir d'élément de plaidoyer parce qu'on a quand même eu beaucoup de challenges pour avoir les dates en 2023. Merci. Bonjour, ici Nautan. I have two quick questions for Céline. Deux questions rapides pour Céline et Brigitte. Do you plan to use the DBS? Est-ce que vous envisagez d'utiliser le DBS? Est-ce que vous avez envisagé ça? Parce que je crois qu'on peut les mettre dans la chaîne du froid. Alors on a parlé de la chaîne du froid, mais donc on pourrait avoir une partie congelée qui pourrait être utilisée. Et l'autre c'est pour Catherine. Est-ce que vous voyez quand vous passez au niveau 2 pour la RDC et le Niger, comment ça se passe la courbe de la rougeole dans la RDC en tenant compte de la politique de santé du pays? La population est moins importante aussi. Alors comment vous voyez l'évolution là? Merci. Alors pour répondre à votre première question sur les DBS, les gouttes de sang séchées, on a testé le transport des DBS à 4 degrés, donc pas congelés, mais on les garde dans la chaîne du froid, en tout cas. Et ça, on a posé un petit questionnaire aussi. Les gens préféraient une autre procédure d'échantillonnage par rapport au DBS, et même si la chaîne du froid n'est pas parfaite, eh bien on a peut-être une meilleure stabilité des DBS que du plasma. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va évaluer dans la prochaine étape de l'étude. Catherine, l'autre question. Online, on a reçu une question sur l'analyse. La plupart des données utilisées sont basées sur la communauté. Quels sont les effets du non-accès ou des difficultés d'accès imposées par le gouvernement avant la déclaration d'une épidémie et quels sont le taux de faux positifs? Alors, c'est une très bonne question qui touche aux défis les plus importants quand on fait une analyse rétrospective. Et pour vous répondre immédiatement, quelles sont les données qui ont été utilisées? La réponse à cette question, c'est que j'utilise les données de surveillance nationale.
Donc, c'est des données que je reçois du ministère de la Santé, c'est-à-dire qu'on regarde des données venant des centres de santé qui ont fait remonter toutes ces données au niveau national. En général, ça n'inclut pas des méthodes de collecte de données basées sur et dans les communautés avec lesquelles MSF travaille peut-être parfois. Et quand on parle du système d'alerte et de la raison pour laquelle il a été mis en place, eh bien, on se demande comment on peut mettre en place un système d'alerte qui agira en conjugaison avec ces sources d'informations de routine. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que ça veut dire en matière des données qu'on collecte au quotidien? Et moi, j'ai tendance à limiter les données utilisées ici à celles qui sont récoltées par notre système d'information régulier, de routine. Alors, il peut y avoir une sous-remontée, effectivement, et ça peut être aussi le cas que quand on met en place un système qui tient compte de la surveillance communautaire, peut-être que ça fonctionnera moins bien, mais moi, je pense que ça fonctionnerait. Mais qu'il faudrait peut-être changer à partir de là les seuils. Et peut-être qu'il faudrait les augmenter un petit peu pour pouvoir avoir quelque chose qui serait un niveau de performance comparable. Pour la deuxième partie de cette question, comment est-ce que ça pourrait éventuellement influencer le risque de faux positifs? Là, je suppose que quand tu dis faux positif, tu veux dire fausse alarme, fausse alerte, mais corrigez-moi si je me trompe. Et là, un des défis, en fait, avec l'analyse rétrospective, c'est ma définition d'une fausse alerte est complètement définie par ce que j'observe dans les données historiques. C'est vrai qu'il y a des vraies alertes qui n'ont pas été suivies d'effets, en fait. Donc la question, c'est si on avait inclus les données communautaires, certaines de ces alertes qui, dans mes données, sont des fausses alertes, en fait, se seraient avérées vraies. Oui, probablement, mais ça n'a pas été validé par les données dont je dispose pour l'instant. Très bien. Merci, Catherine. Merci. C'est le service. Voilà, donc mon intervention, j'ai une question et puis peut-être une autre contribution concernant Céline et Brigitte. Donc, pour Brigitte, à la lecture des résultats obtenus au Niger, j'ai tout comme l'impression peut-être que l'humidité relative pourrait influencer le niveau de séchage donc, des DBS. Donc, je ne sais pas trop parce que nous, chez nous, on connaît la saison où sévit la rougeole, c'est une période sèche et chaude. Donc, c'est ça peut-être qui a amené à avoir les mêmes résultats, et que ce soit au niveau du prélèvement sanguin et aussi des papiers séchés. Donc, c'est pour cela que j'ai posé la question de la saison. Et donc, aussi, concernant Céline, c'est là la contribution, et de dire que vraiment, au niveau du CERMES, on est disposé à continuer les expériences pour voir dans quelle mesure on peut optimiser sur le délai de transfert donc, de ces échantillons-là. Parce que nous savons qu'habituellement, dans les laboratoires, on peut utiliser des DSICA au niveau du système de transport, contrairement au premier intervenant qui a parlé de congélation. Donc, si c'est vraiment pour affiner le système de séchage au laboratoire, nous utilisons des dessicants, et peut-être ceux qui sont du laboratoire, les dessicateurs, et pour pouvoir minimiser l'influence de l'humidité relative. Voilà donc ma contribution. Merci et bon courage. Merci beaucoup pour ça. Oui, merci. C'est vraiment des commentaires très, très pertinents. En effet, quand j'avais parlé des types d'endroits où on avait fait des prélèvements, on avait surtout pensé aux conditions et là-dedans l'humidité. En effet, la collecte des échantillons était fait en mois de fin janvier, février, c'était pendant la saison des pluies. Et quand on parle des endroits qui ont des difficultés d'accès, c'est aussi des conditions d'échantillonnage qui sont plus difficiles, et ça pourrait être en effet qu'il y avait plus d'humidité. Mais aussi, alors la deuxième partie de l'étude où on va mettre une partie des DBS en catégorie pour le transport, je pense que ça va permettre de différencier cet effet moment de l'échantillonnage de l'effet de temps de transport. Alors déjà avec ça, on va essayer de différencier entre les deux pour mieux comprendre. Et on va essayer de trouver des pistes comment améliorer les conditions. Merci beaucoup.
Merci. On prend quelques questions. J'ai le micro. On a deux intervenants qui ont le micro. Okay. Merci. Allez-y. Ma question porte également sur l'utilisation de DBS, qui est l'idéal pour nos pays. Vous l'avez dit dans votre conclusion. Et chez nous, en République centrafricaine, nous sommes dans la dynamique de la rédaction des procédures de transport d'échantillons, dont le DBS est vraiment au centre. Votre présentation m'amène à me poser deux questions. La première, votre comparaison était qualitative ou quantitative? Vous avez comparé que tous les positifs de plasma étaient positifs en DBS, négatifs avec les contrôles, ou bien vous avez comparé les densités optiques? La deuxième question se trouve au niveau de la dilution. L'ELISA, c'est un test de titration, dont le titre ou encore le facteur de dilution est très, très, très important. Et normalement, ce facteur dépend de la concentration de départ, c'est-à-dire le sérum ou encore le plasma. Comment est-ce que vous avez fait pour quantifier le plasma sur le DBS en comparaison du plasma dans les tubes? Merci. Merci beaucoup. Merci pour ces questions. La première question, c'est les comparaisons. On a fait des comparaisons quantitatives. Donc là, je parle de l'étude de séroprévalence qu'on a faite au Niger, où on a prélevé des DBS et du plasma. Et on a fait des comparaisons quantitatives. Donc on a fait des courbes de calibration et on avait le titre du DBS, le titre du plasma, et on a fait des comparaisons en titration qu'on a ensuite transformées en positif-négatif en fonction du cut-off donné par le fabricant. La deuxième question est très pertinente et nous pose énormément de problèmes parce que justement la standardisation de l'élution du DBS n'est pas encore, il n'y a pas encore de standardisation. Et effectivement, le point crucial, c'est quoi la quantité du plasma qu'il y a dans la goutte de sang qu'on analyse. Et ça, c'est impossible à le savoir. L'hypothèse que tout le monde fait, parce qu'on n'a aucune autre donnée, c'est qu'on dit que c'est à 50% de plasma dans une goutte de sang, parce que 50% d'hématocrite. Ce qui est certainement très faux dans certains contextes dans lesquels on travaille, qui est donc le pourquoi on a besoin d'utiliser des facteurs d'ajustement, ou bien d'optimiser notre méthode d'élution et notre facteur de dilution en fonction du sérum. Donc en fait, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a pris un protocole d'élution publié dans la littérature. On l'a analysé, ça nous a donné un résultat, et on a fait un facteur d'ajustement, finalement, des manips statistiques pour trouver le facteur d'ajustement pour retomber sur les valeurs du sérum. Mais ce qu'on aurait pu faire, c'est faire de la validation de méthode, c'est-à-dire prendre le DBS et trouver quels sont le nombre de microlitres que je dois prendre de mon DBS pour trouver les mêmes résultats que le sérum. Une fois que j'ai ce protocole-là, je l'applique à tous mes DBS dans toute mon étude et j'ai mon résultat. Cette partie-là de standardisation, de validation de la méthode, c'est rarement fait dans nos contextes parce qu'on ne peut pas. Ça veut dire pour faire ça, il faut que je prélève du sérum et des DBS chez un sous-échantillon d'enfants, au moins 150, pour pouvoir faire cette optimisation de méthode. Donc on est nous, en tout cas, dans nos laboratoires, un peu au début de ça, mais on y travaille. Merci Céline. Tu aurais la parole, Ousmane. Okay. Merci. Moi, c'est Ousmane, responsable Épicentre Niger. Moi, ma question, c'est relative à l'épidémie de la diphtérie. Maintenant, vous avez mis la réduction de l'épidémie de la diphtérie au compte des conséquences indirectes de la pandémie de Covid. Mais quand j'ai regardé la cartographie que vous avez présentée, parmi les 6 pays que vous avez présentés, à part la Guinée, tous les autres quand même sont en proie à de l'insécurité. Est-ce que la perturbation de la campagne de rougeole n'est pas encore dans ce pays? Ce n'est pas lié aussi, pas seulement pour la pandémie de Covid, mais je pense qu'il y a, ça à mon avis, les 5 pays ont toujours en tout cas, difficultés de déplacement des populations, le système de perte de routine est perturbé. Je pense qu'à part la Guinée, pour la Guinée, on peut comprendre que oui, parce qu'elle était fortement touchée par Covid et que le système, toute le traitement orienté sur Ebola,
qu'au profit des autres, en tout cas de prévention. Je pense que, pas forcément, à mon avis, hein, je viens du Niger, je sais qu'il y a ce qui se passe, mais il faut prendre en compte aussi. Merci. Merci, cher Ousmane. Je laisse Franck et Yves répondre à cela. Et il y a aussi une autre question de Maître Philippe dans le chat sur la diphtérie, en fait. Merci. Oui, merci, Suleiman, pour ta remarque. Oui, en fait, d'un côté, l'épidémie a des origines qui sont multifactorielles. A priori, on ne peut pas savoir exactement quels sont tous les facteurs qui sont pris en jeu et qui permettent qui jouent sur l'épidémie. Mais l'un des facteurs, c'est la baisse de la couverture vaccinale. C'est juste un seul des facteurs. Et c'est normal, il y a plusieurs dimensions. Et c'est intéressant aussi de pouvoir regarder cela. Merci. Merci. Je vais répondre par rapport à la question sur la mortalité. Déjà, pour ce qui concerne la mortalité, nous avons dit que la mortalité est de 0,6 pour les cas modérés qui ont été pris en charge à la maison, 0,6%. C'est ce que nous avons observé dans les données. Après, ce que nous sommes en train de faire, c'est ça qui est intéressant, ce que nous sommes en train de faire, c'est de faire une autopsie verbale pour tous les cas, pour pouvoir vraiment voir les cas de décès qui sont imputables à la diphtérie. Donc, on a mis en place, puisqu'on a le contact de tous les cas, on les appelle, on discute avec les gens qui ont été témoins du décès du cas pour pouvoir vraiment classifier les cas. Et ça, c'est fait par l'équipe d'un médecin clinicien qui a travaillé dans les centres de traitement et d'un épidémiologique. Et ça, c'est en cours. La seconde chose, puisque nous ne communiquons ici que les cas de décès que nous avons reçus à l'hôpital, ce que nous essayons de faire avec Johnny, qui est là, et Étienne, c'est que nous avons développé un protocole pour une analyse rétrospective de la mortalité. Et dans ce protocole, nous allons essayer d'évaluer un certain nombre de facteurs. Regardez déjà la mortalité au sein de la cohorte des enfants, qui sont des personnes qui ont été prises en charge à la maison, comparée à ceux qui ont été pris à l'hôpital. Donc, on a développé une méthode spécifique pour ça dans le protocole. La seconde chose qu'on va essayer de faire, c'est de partir de ces données sur les autopsies verbales pour vraiment regarder un peu quelle est la mortalité dans chaque cohorte et peut-être utiliser de façon accidentelle le temps où on n'a pas eu du tout de date pour voir quelle est la mortalité pendant cette période comparée à la période où nous avons eu des dates. Et ça pourrait répondre à ta question, elle est intéressante. Et aussi, les moments où on a eu une pénurie partielle, on pourra comparer qu'est-ce qui se passe dans cette partie. Actuellement, nous sommes encore en train de traiter les dossiers patients. Nous allons vraiment prendre notre temps et probablement, Inch'Allah, on aura quelques publications qui vont venir après. Et beaucoup de personnes travaillent ici dans la salle sur tout ça. On a un working group qui travaille pour ça. On a les collègues au Nigeria qui vont aussi nous rejoindre pour la recherche. Je vous remercie. Merci Franck. On va prendre une dernière question, mais faire signe qu'il faut faire la synthèse. Autre question? Bonsoir, si vous me permettez. J'ai dit à le micro, je vais voilà. En fait, je voulais juste savoir, parmi le nombre de cas qui ont été pris en charge et qui sont sortis comme effet de la vaccination, il y a combien qui ont fait des rechutes? Est-ce que cette entité aussi a été analysée? Parce que c'est des cas que nous, on a pu notifier, mais je ne sais pas si vous avez pu des pourcentages. Équipe diphtérie. Je peux répondre, pour donner un souffle de vie. Non, je pense qu'on n'a pas les données aujourd'hui pour savoir combien de cas ont fait des rechutes. Comme on disait Franck tantôt, il y a beaucoup d'éléments inconnus encore de la diphtérie. Et comme je l'ai dit aussi en introduction, on a été plus ou moins surpris. D'abord, on a eu quelques soucis de coordination. D'abord, il a fallu plusieurs mois avant d'avoir une liste linéaire standardisée, de collecter les mêmes informations. Donc aujourd'hui, nous avons quand même une base de données assez solide pour travailler sur certains éléments additionnels afin de mieux comprendre cette épidémie et d'être mieux préparé pour les futurs, car on estime qu'il y en aura encore. Merci à tous.